مش عارف الهدوء. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Nouvelle manifestation des proches des militaires enlevés. Les familles ont bloqué brièvement l'accès à la place Riyad Salah. Des familles de plus en plus inquiètes depuis le début des combats dans le Kalamoun. Le régime syrien largue des barils d'explosifs sur Alep. Bilan au moins 70 morts. L'un des plus lourds dans cette région du nord de la Syrie depuis le début de la crise en mars 2011. Plus de 3300 migrants secourus par la marine italienne au large de la Libye, mais aussi au sud des côtes italiennes. Depuis le début de l'année, ce sont plus de 40 000 immigrés clandestins qui sont arrivés en Italie. Et à suivre également dans ce journal, c'est officiel, l'UMP s'appelle désormais les Républicains, après le vote des militants sur le changement de nom du parti dirigé par Nicolas Sarkozy. Un nouveau départ de la formation en vue de l'élection présidentielle de 2017. Les familles des militaires libanais retenus en otage par les djihadistes ont brièvement bloqué l'accès à la place Riyad Salah dans le centre-ville de Beyrouth, où ils tiennent un sit-in depuis octobre 2014. Une escalade qui intervient 2 jours après la réouverture de l'accès à cette place par les forces de sécurité. Nizam Rayet, le frère d'un des otages, estime que cette escalade est justifiée par le flou qui entoure à nouveau les négociations. C'est lors des affrontements sanglants d'août 2014 à El-Sel, dans la Bekaa, entre l'armée et les djihadistes venus majoritairement de Syrie, qu'une trentaine de soldats et d'agents des forces de sécurité intérieure ont été enlevés. 4 ont été assassinés en détention, 25 autres sont toujours aux mains de leurs ravisseurs. Le vice-président du conseil exécutif du Hezbollah accuse la coalition du 14 mars de soutenir les groupes djihadistes. Cher Nabil Kaouk s'exprimait lors d'une cérémonie du Parti de Dieu. Le bloc parlementaire du Hezbollah avait déjà accusé jeudi le courant du futur de l'ancien Premier ministre Saad Hariri de soutenir les djihadistes. L'armée a d'ailleurs musclé ses positions à El-Sel, à la frontière syrienne, considérée par le Hezbollah comme un des fiefs des djihadistes syriens. La ville vit depuis plusieurs jours sous la menace d'une offensive du parti chiite qui lutte contre les islamistes dans le Kalamoun. Le Hezbollah a récemment promis d'élargir sa campagne contre les terroristes. Pour les habitants de El-Sel, seule l'armée est autorisée à intervenir. Par ailleurs, les FSI ont arrêté ce samedi 2 membres présumés du groupe djihadiste à Baalbek dans la Bekaa. Les 2 prévenus des ressortissants syriens ont été arrêtés dans les localités de Ban Naïel et Temnin. Un 3e a réussi à s'enfuir. Réunion du jury de Takrim à Londres. Cette ONG vise à repérer et célébrer le succès d'hommes et de femmes arabes qui écrivent l'histoire à leur façon. Les jurés ont sélectionné les lauréats du CRU 2015 dans les domaines des actions humanitaires, de l'excellence culturelle ou encore du développement durable. Parmi les membres du jury, on compte notamment la reine Nour de Jordanie, l'ancien médiateur pour la Syrie Larda Al-Brahimi et Nora Jumblat, ou encore le PDG de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, et l'auteur français Marc Lévy. Les noms des lauréats seront dévoilés lors de la 6e cérémonie de remise des prix qui aura lieu en novembre à Dubaï. Nouvelle journée sanglante en Syrie. Les hélicoptères du régime ont largué des barils d'explosifs sur des zones rebelles de la province d'Alep, tuant au moins 71 civils. Il s'agit de l'un des bilans les plus lourds dans cette région du nord du pays depuis le début de la crise en mars 2011. Les frappes ont visé la ville d'Al-Bab, sous contrôle du groupe État islamique, et le quartier Ashar, dans la ville d'Alep, sous contrôle des rebelles syriens. Le régime a souvent recours aux barils d'explosifs, une arme de guerre qui a déjà fait des centaines de morts. La Turquie a-t-elle livré des armes aux rebelles syriens? C'est une vidéo qui semble embarrasser les autorités turques. On y voit des armes dissimulées sous des médicaments dans des camions. Les véhicules étaient affrétés par une organisation humanitaire œuvrant en Syrie. Les images datent de janvier 2014. C'est le journal d'opposition Cumhuriyet qui a publié ces documents. Ces photos et cette vidéo accréditent l'hypothèse de livraison d'armes par Ankara aux rebelles syriens, y compris les groupes djihadistes. Le gouvernement a pourtant toujours nié fournir des armes aux insurgés. Reste que les autorités turques ont décidé de bloquer l'information. Le journal qui a publié les images est sous le coup d'une enquête pour terrorisme. Et ceux qui avaient intercepté ces camions, à savoir des gendarmes et des magistrats, ont été arrêtés. Cette affaire intervient à la veille des élections législatives prévues le 7 juin. L'Iran refuse que l'Agence internationale de l'énergie atomique mène des inspections de ses sites militaires et interroge ses scientifiques dans le cadre de l'accord avec les grandes puissances.
C'est du moins ce qu'affirme un haut négociateur iranien. Une déclaration qui intervient peu avant la rencontre entre le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, et son homologue américain, John Kerry, à Genève. Les propos de Abbas Araghchi reprennent la position exprimée par le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, le 20 mai dernier. Le négociateur fait toutefois la distinction entre inspection et accès aux sites militaires dans le cadre de l'accord qui est en cours de finalisation. La marine italienne a coordonné dans la journée le sauvetage de plus de 3300 migrants en mer Méditerranée. Elle a retrouvé 17 cadavres à bord de différentes embarcations. Les appels au secours sont venus de 17 embarcations différentes au large de la Libye, mais aussi au sud des côtes italiennes. Les opérations ont aussi impliqué des navires militaires irlandais et allemands. Chacune est très délicate et peut prendre plusieurs heures. Le moindre mouvement risque de faire chavirer les embarcations surchargées. 2 navires allemands participent depuis 3 semaines maintenant à l'opération européenne Triton en mer Méditerranée. Depuis le début de l'année, plus de 40 000 immigrés clandestins sont arrivés en Italie. Cette semaine, la Commission européenne a demandé aux États membres de l'Union de prendre en charge 40 000 demandeurs d'asile originaires de Syrie et d'Érythrée arrivés en Italie et en Grèce. Dans un instant, direction la ville belge de Waterloo pour une exposition un peu particulière qui met Napoléon Bonaparte à l'honneur. C'est en fin de journal. Retour sur le plateau d'info du 1640 et exit l'UMP. L'Union pour le mouvement populaire est officiellement devenue les Républicains. Les militants UMP ont approuvé à 83,28% le nouveau nom voulu par Nicolas Sarkozy pour le parti. Le taux de participants était d'un peu moins d'un militant sur 2. À l'automne dernier, pendant la campagne pour la présidence du parti, Nicolas Sarkozy s'était engagé à refonder l'UMP. Il estimait la marque trop ternie par les affaires et par la division. Ce samedi, les Républicains se réunissent en congrès à Paris pour un nouveau départ de la formation en vue de l'élection présidentielle de 2017. Écoutez. Il y avait une période de création de ce mouvement pour créer ce nouvel élan. Après, il y aura une période de construction du projet dans lequel nous sommes pour que les Français sachent qu'ils pourront nous faire confiance dès lors que l'échéance présidentielle arrivera pour créer la vraie alternance. Voilà pourquoi on fait les Républicains. Et puis ça tourne la page à de mauvaises impressions qui étaient restées d'anciens combats au sein de l'UMP. Donc c'est un regard nouveau, un visage nouveau, une attitude nouvelle aussi. Si on n'est pas capable de donner, de réinventer justement le pacte républicain en termes de ce qu'on appelle notre modèle économique et social, d'une part, en termes d'identité, d'autre part, de place de la République dans le monde, et en Europe et dans le monde. Voilà les 3 volets clés sur lesquels nous devons travailler. Si on n'est pas capable de faire ça, vous pourrez changer de nom autant que vous voudrez, ça ne changera rien. Au Pakistan, des hommes armés ont attaqué 2 cars dans le sud-ouest du pays. Bilan, au moins 19 passagers tués par balle. L'attaque s'est produite dans la province du Baloutchistan, près de la ville de Quetta. Les bus se dirigeaient vers Karachi. Cette zone est minée par une guérilla séparatiste et par la violence islamiste. Selon les autorités locales, il y avait entre 15 et 20 assaillants. Ils ont fait descendre les passagers avant de les exécuter. Les victimes étaient toutes d'ethnie pachtoune. Aucun groupe n'a pour l'instant revendiqué cette attaque. C'est désormais officiel, les États-Unis ont retiré Cuba de la liste des États soutenant le terrorisme, nouveau signe de la normalisation des relations entre les deux pays. Cuba était sur cette liste noire depuis 1982, Washington accusant alors la Havane de soutenir des mouvements de guérilla en Amérique centrale. Ce retrait a été examiné par Barack Obama, mais cette décision est surtout symbolique puisqu'elle ne lèvera pas les sanctions et l'embargo mis en place depuis une 50aine d'années. Des discussions ont également eu lieu avec le gouvernement cubain sur le rétablissement des relations diplomatiques et la réouverture des ambassades. Pour les Cubains en attente de visa pour les États-Unis, la réconciliation est un soulagement. Prochain espoir, la réouverture de l'ambassade américaine à La Havane. Au Texas, c'est la course contre la montre pour évacuer les habitants piégés par les eaux. Dallas et Houston, la 4e ville la plus peuplée des États-Unis, connaissent leurs pires inondations depuis 10 ans. Et le bilan continue de s'alourdir avec 24 morts. Des milliers d'automobilistes se sont retrouvés piégés près de Dallas. Le fleuve Colorado qui traverse le Texas ne cesse de monter. Il devrait atteindre 13 mètres ce samedi. À Wharton, à une centaine de kilomètres de Houston, l'eau a commencé à envahir la ville. Le maire a ordonné l'évacuation de 900 habitants vivant près des berges. L'état de catastrophe naturelle a été décrété dans une quarantaine de comtés du Texas. La situation ne devrait pas s'arranger avant plusieurs jours, selon les services météo.
Sepp Blatter restera finalement le président de la FIFA jusqu'en 2019. Le dirigeant suisse a été réélu ce vendredi à Zurich pour un 5e mandat consécutif à la tête de la Fédération internationale de football. Il a surmonté les scandales de corruption concernant les conditions d'attribution des Coupes du Monde 2018 et 2022, ainsi que les critiques sur son âge. Il a 79 ans. Il a obtenu 133 voix dès le premier tour contre 73 à son seul adversaire, le prince Ali de Jordanie, qui est alors monté à la tribune pour annoncer qu'il retirait sa candidature. Sepp Blatter avait le soutien de la plupart des fédérations d'Afrique et d'Asie, mais pas d'Europe. Le président de l'UEFA, Michel Platini, qui avait été son allié avant de devenir l'un de ses plus farouches opposants, lui avait même demandé de démissionner. Le nouvel observatoire du World Trade Center a été inauguré à Manhattan. Une vue spectaculaire s'offre aux visiteurs depuis les 100e, 101e et 102e étages. Le nouvel édifice a été construit à quelques mètres du site des Tours Jumelles où se trouve aujourd'hui le mémorial du 11 septembre. 3 à 4 millions de visiteurs sont attendus cette année. Regardez. Napoléon de retour à Waterloo à l'occasion du bicentenaire de la célèbre bataille. La ville belge a inauguré une exposition consacrée aux grands moments de la vie de l'empereur et de son vainqueur, le duc de Wellington, entièrement réalisé en jouets Lego. Un code civil Napoléon, le bureau de l'empereur, son célèbre bicorne, son portrait ou encore les lieux symboliques de la bataille de Waterloo ont été reconstitués à l'aide de 1,2 million de briques multicolores. Un travail de construction titanesque avec, en apothéose, la reproduction du Dôme des Invalides à Paris qui abrite le tombeau de Napoléon. Explication. Pour l'exposition de Waterloo, on a utilisé plus de 20 personnes, des modélisateurs constructeurs, à peu près 1 million de briques et grosso modo plus de 1000 heures de construction uniquement pour créer le QG de Wellington, le QG de Napoléon, la butte du Lion et les drapeaux de Waterloo. Ensuite, il faut rajouter à peu près 10 000 heures pour les œuvres qui ont été réalisées à Rueil. Notamment, vous prenez le château de la Malmaison, ici présent, 20 000 briques et à peu près 300 heures. Mais le plus chronophage en termes de temps, ce fut le Dôme des Invalides que vous êtes en train de voir en pleine construction, ici, là-bas, qui mesure à peu près 2,50 m, qui pèse une demi-tonne et qui comprend plus de 300 000 briques. Il a fallu pratiquement 5 000 heures pour le construire. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Nouvelle manifestation des proches des militaires enlevés. Les familles ont bloqué brièvement l'accès à la place Riyad Salah. Des familles de plus en plus inquiètes depuis le début des combats dans le Kalamoun. Le régime syrien largue des barils d'explosifs sur Alep. Bilan, au moins 70 morts, l'un des plus lourds dans cette région du nord de la Syrie depuis le début de la crise en mars 2011. Plus de 3300 migrants secourus par la marine italienne au large de la Libye, mais aussi au sud des côtes italiennes. Depuis le début de l'année, ce sont plus de 40 000 immigrés clandestins qui sont arrivés en Italie. Et puis c'est officiel, l'UMP s'appelle désormais les Républicains après le vote des militants sur le changement de nom du parti dirigé par Nicolas Sarkozy. Un nouveau départ de la formation en vue de l'élection présidentielle de 2017. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Vous retrouverez Serge Berberi à la barre du prochain JT. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et très bon dimanche.